Bonjour Isabelle, tu vas bien? Oui, bonjour Vincent. Alors nous sommes ce matin à Charleroi pour que tu puisses nous présenter, nous expliquer cette méthode qui depuis tant d'années te passionne et qui est vraiment devenue ton expertise. Donc la méthode de Christine Linklater. Cette méthode est plus qu'une méthode, c'est un moyen de reconnecter la voix, l'instrument vocal humain, à la fois à notre corps, à nos émotions, à notre psyché. Est-ce que tu peux nous en dire plus quant à ces possibilités de retrouver notre voix naturelle sans la mettre en danger de façon la plus détendue possible? Oui. Bon, alors je vais reprendre ce que tu as dit, c'est-à-dire que la voix, dans la méthode Linklater, c'est un instrument vocal humain. Alors pourquoi pas un instrument vocal ou de musique, comme on l'entend souvent dans un coaching traditionnel de voix? Là, on met le mot humain parce que plus que j'ai une technique vocale, plus que je suis entendue, je suis un individu qui s'exprime. Et donc en tant qu'être humain, j'ai accès à mon corps, à mon souffle, j'ai accès à mes émotions, à mes pensées et à mes humeurs. Et je désire être entendue, me révéler. Voilà pourquoi le mot humain est spécifique et très important dans la méthode. Alors les fondements de cette méthode, c'est quoi? C'est que nous sommes capables, à la naissance, d'exprimer l'infinité de nos émotions, de nos humeurs, de nos pensées sur 3 à 4 octaves de fréquence sonore. Alors 3 ou 4 octaves, c'est énorme, parce que ça va de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 3 ou 4 fois. Plus on va ouvrir, plus on va récupérer ces fréquences sonores qui sont intrinsèquement à l'intérieur de nous, plus on va libérer alors l'infinité de nos émotions, l'infinité de nos humeurs et de nos pensées, et pouvoir exprimer complètement qui nous sommes. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit libérer cette voix? Pourquoi avoir accès à ça? On a accès à ça jusqu'à l'âge de 2 ans. Quand on est, on a accès à cette gamme de sons et cette capacité de s'exprimer jusqu'à l'âge de 2 ans. Et puis, on commence à être conscient qu'on est regardé, qu'on doit correspondre peut-être à un moule, que nos parents sont là, qu'on veut toujours être aimé, toutes des injonctions qui viennent de l'extérieur, puis il y a l'école qui arrive, la vie sociale. Et cette puissance qu'on avait d'exprimer qui on était complètement, petit à petit, avec le temps, se réduit et on perd de ces sons. Comment les perd-on? Le corps réagit aux injonctions, crée des tensions musculaires pour ne plus pouvoir être libre dans l'expression. Donc, en quoi consiste alors mon travail et la méthode de Christine Linklater? C'est de restaurer l'appareil vocal humain tel qu'il était lorsqu'il nous a été donné à la naissance. Donc là, c'est vraiment un objectif très important que Christine Linklater a exploré et qu'elle a transmis à ses élèves, à toutes les personnes qu'elle a formées en regard de cette méthode. Donc l'objectif, mais il y a également des résultats. Oui. Une série de résultats très probants, très, je ne veux pas dire efficaces, parce qu'après le degré d'efficacité peut toujours un peu changer, mais enfin les objectifs développés donnent des résultats probants. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce type de résultats, justement? Oui. Alors, d'abord parce que moi, je l'ai perçu. J'ai d'abord été étudiante de Christine, comédienne, et j'ai pratiqué cette méthode. Donc, les résultats que je vais te donner, c'est des résultats que j'ai vus chez d'autres personnes avec qui elle a travaillé, mais aussi les résultats que moi, j'ai perçus dans mon travail d'actrice, dans mon travail de pédagogue, mais aussi dans ma vie de tous les jours en tant que femme qui veut laisser l'expression de qui elle est se révéler. Alors la première chose que j'ai pu constater, c'est que on démarre toujours par la conscience corporelle. De toute façon, dans n'importe quel travail vocal, que ce soit pour les chanteurs, on travaille toujours par la voix, elle est dans un corps. Donc la conscience corporelle va être la base. Et en travaillant sur cette conscience corporelle, on est tourné à 100% à l'intérieur de nous et on va réellement aller voir la charpente, d'abord la colonne vertébrale, où tous les muscles de la respiration sont connectés, mais aussi où les informations qui naissent du cerveau
passent par la moelle épinière et vont connecter les différentes respirations. Donc on va être vraiment dans une prise de conscience corporelle extrêmement précise, avec un regard tourné à l'intérieur. Et donc moi ce que j'ai pu percevoir, c'est que, et chez moi et chez les participants, donc des personnes avec qui j'ai travaillé, c'est qu'il y a une plus grande présence à soi. Plus on devient clair avec qui on est, la posture des pieds, enfin, l'ancrage au sol, la conscience du squelette complète, la colonne vertébrale, les tensions aussi deviennent plus palpables. C'est-à-dire que plus on est conscient de qui on est au niveau du squelette, plus alors on peut relâcher les tensions musculaires. Et finalement aussi se dire que la voix, c'est de l'ossature. Pense ossature, ossature, ossature. Et plus tu penses ossature, plus ce corps peut entrer en vibration. Et plus alors les muscles qui s'étaient étendus par le passé pour ne plus avoir à se révéler, ces muscles commencent à se libérer et on devient plus présent. Voilà. Oui, j'allais dire, ce genre de relâchement, ce genre d'ouverture, justement pour un acteur, est quelque chose de très important parce que vraiment, ça permet de mettre en évidence ce que l'on appelle familièrement la présence. Ça, avec ce genre de méthode, tu peux confirmer que c'est tout bénéfice pour l'acteur. Mais oui, parce que déjà, le premier bénéfice, c'est bien sûr, tu vas avoir une voix qui va être plus présente parce que l'ossature et ta respiration, tout ça va va être libéré. Mais plus toi-même, tu fais le chemin de cette conscience de qui tu es en tant qu'être physique, plus tu deviens conscience de ton corps, plus les autres voient que tu es présent. Voilà, donc là on était bien dans la conscience corporelle. Oui. Il y a un autre résultat qui est la respiration naturelle. Donc voilà, conjointement à cela, on s'aperçoit que l'on respire de façon beaucoup plus libre, beaucoup plus naturelle. Tu peux nous parler de ce point suivant ? Oui, alors là je vais revenir au moment où on a perdu toutes ces fréquences sonores. On l'a perdu aussi et on a perdu l'accès à le muscle, le premier, il y a 3 respirations sur lesquelles on travaille dans la méthode Linklater, mais la première, c'est la respiration diaphragmatique, qui est reliée au plexus solaire, et donc qui est reliée directement, les deux ensemble, c'est la connexion à la pensée et l'émotion, et donc c'est la respiration de l'émotionnel. Cette respiration de l'émotionnel, le diaphragme, parce qu'on ne voulait plus se révéler, parce qu'on a eu des peurs, ne dis pas ça, tu vas être stupide, fais attention, tu vas la blesser. Toutes les injonctions que j'appelle les voix poubelles, eh bien, bloquent. On ne veut plus aller au niveau du diaphragme parce que c'est dangereux d'être qui on est. On risque gros si on parle avec qui on est. Donc ce diaphragme va toujours réagir, mais tellement peu parce que la respiration va monter et va se retrouver dans le haut du thorax. Et cette respiration dans le haut du thorax, eh bien, elle n'est pas connectée à nous. Elle n'est plus libre. Donc, pour compenser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, on va tendre la mâchoire, on va aller chercher des tensions dans la langue. En retravaillant sur la respiration diaphragmatique, on reconnecte d'abord la respiration naturelle involontaire primaire, ses impulsions spontanées. On retrouve accès à sa puissance. On peut alors libérer le canal mâchoire, langue, voile du palais, pour ne plus avoir ces blocages, ces tensions au niveau du canal. Et on se reconnecte organiquement, spécifiquement à qui on est en tant qu'individu humain. Voilà, donc tu présentes déjà tout ce qui est de l'ordre du potentiel technique. Quand tu nous parles de ce genre de libération, de respiration naturelle, de relâchement de la mâchoire, oui. On est vraiment dans la technicité de la méthode et dans son potentiel. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas... Bien sûr, on va libérer l'individu de ses émotions et de ses pensées. Mais le but aussi, quand on est acteur, c'est qu'on puisse nous entendre. C'est que ce qu'on a à traduire puisse être entendu. Et donc là, on arrive à tout ce qui est la gamme, le travail de la puissance vocale, c'est-à-dire des vibrations, des sons qui vibrent dans l'ossature, dans certains cartilages et certains muscles toniques. Et donc oui, plus on va libérer, plus on va reconnecter le souffle à sa source, donc la source c'est vraiment cette zone basse, plus alors on va avoir aussi accès aux vibrations. Et les vibrations, elles sont liées aux émotions. C'est-à-dire que plus on relâche aussi l'émotionnel, plus on relâche aussi ces vibrations, plus on se libère. Et les vibrations,
elles aiment quand on pense à elles. C'est-à-dire que plus on est libre aussi d'exprimer là, libre, hein, je veux dire là, et que ici ça répond, eh bien les vibrations sortent. C'est-à-dire commencent à se répandre, s'amplifient, se multiplient. Et donc on acquiert alors cette fameuse puissance vocale que chacun essaie de retrouver, mais sans difficulté, sans serrage de gorge, sans avoir des douleurs. On vibre de plus en plus. Ça veut dire qu'on arrive, nous-mêmes, on arrive aussi, c'est aussi accepter qu'on se libère et qu'on est plus vu au fait. C'est accepter de se révéler et les vibrations sont quelque part le reflet de cette liberté. Donc oui, on va être entendu de manière... D'ailleurs, Christine Linklater, elle le dit, travailler votre voix, c'est aussi ne pas avoir besoin d'un micro quand vous êtes sur scène, par exemple. Vous avez la capacité, on a la capacité... De projeter. Alors, on n'utilise pas le mot projeter parce que c'est en tension. Quand tu dis projeter, il y a un côté tension. Force, oui. Là, on est plus dans la libération, c'est-à-dire que ça se fait tout seul une fois que l'appareil est restauré. Et justement, cet appareil, comment, au fil justement du travail, peut-être au fil des mois, au fil des années, comment parvenir à le préserver? Comment arriver à une préservation de l'instrument vocal humain la plus correcte possible? Une voix qui est libre, c'est d'abord un souffle qui est libre. C'est indissociable. Qui dit souffle libéré, dit personne aussi libérée dans sa capacité d'être. Qui dit souffle libéré, dit vibrations qui vont être libérées. Dit canal qui est complètement ouvert. Et si le canal est ouvert, alors quand je parle de canal, je dis gorge, je dis mâchoire, langue, c'est-à-dire tous les espaces du haut du corps qui, parce que le souffle n'est pas libre, pourraient s'approprier la fonction de la voix ou exister parce qu'il y a manque de souffle, par compensation. C'est deux idées différentes, je ne sais pas si tu vois. La langue et la mâchoire peuvent s'approprier la voix parce que le souffle n'est pas connecté. Mais il peut y avoir aussi une compensation par la mâchoire, la langue, parce que le souffle n'est pas libre. Et donc en travaillant là-dessus, forcément, tu restaures ton appareil comme quand tu étais bébé. Et si tu penses à un bébé, enfin moi je ne sais pas si tu as déjà fait, mais un bébé qui crie, il a pas mal à la gorge. On l'entend complètement, enfin, c'est une puissance de dingue. Et il n'y a pas de problème de gorge, il n'y a pas de problème de nodule. Il y a, ta fatigue, elle n'est plus là. Moi, je l'ai vécu. La fatigue n'est plus là. Il y a une aisance, une liberté. Enfin, tu sais, c'est même mieux que ça. Tu ne penses même plus à ta voix. Parce que la voix, là j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la voix, c'est quoi? La voix, c'est une pensée. Je vois Vincent. Et une émotion. Oh, je suis contente, il y a de la joie. Cette pensée, cette émotion, ce télescope, avec un niveau d'intensité X, le diaphragme, ça descend dans la moelle épinière, le diaphragme réagit, prend le volume d'air nécessaire pour que cette pensée, cette émotion, waps, vienne vers toi. Ouah, je suis contente de te voir. Quand l'appareil est restauré, tu n'as même plus besoin de penser à ta voix. C'est génial pour un acteur. Il a besoin simplement de penser à quoi je pense et qu'est-ce que je ressens. Tu viens d'employer le verbe restaurer. On est vraiment dans la restauration des résonateurs. C'est vraiment ce dont tu viens de parler et ce que tu expliques. Oui, oui, tout à fait. Peut-être faire une différence, me semble-t-il, entre qu'est-ce un résonateur exactement. La langue en elle-même n'est pas un résonateur. Non. Donc peut-être ce serait intéressant de clarifier ce genre de différence entre les parties du corps, justement. Alors, je vais citer les caisses de résonance par rapport au travail de Christine, puisqu'il y a énormément de professeurs de voix différents qui ont chacun, et c'est très bien ainsi, leur façon de voir les choses. Donc, dans le travail que je fais, on parle d'échelles de résonance. Et tu vois comme les échelles avant, où la hauteur et les barreaux étaient plus petits, en bas plus larges. Et donc, les caisses de résonance dans le corps humain sont pareilles. C'est-à-dire que le bas de l'échelle, c'est la caisse de résonance de la poitrine, qui est la plus large. Et donc qui va permettre d'avoir une voix qui est plus basse, qui est plus dans une couleur, parce qu'il y a beaucoup de travail de l'imagination aussi dans le travail de Christine Linklater, et donc la voix est associée à des couleurs. Donc cette voix-ci, pour moi, elle est aubergine, elle est bleu nuit. Et puis tu vas monter, tu vas voir les caisses de résonance de la bouche, qui est plutôt dans le bleu clair. Le barreau,
se réduit. La caisse de résonance est plus petite que celle de la poitrine. Tu as la résonance des dents, puis on va passer au résonateur des sinus, au résonatus inférieur, supérieur, au nasal, qui est la caisse de résonance qui permet à la voix, entre guillemets, d'aller vers l'extérieur. Et puis on va monter même aux caisses de résonance. Donc on a les caisses de résonance du milieu de la voix, on va passer aux caisses de résonance du haut et même au-dessus du dôme du crâne. Alors qu'est-ce que c'est qu'un résonateur? C'est une ossature ou du cartilage, ou pour le voile du palais, certains muscles toniques, là où le son, les vibrations vont ressonner, comme dans une grotte. Donc résonance, ressonner, la voix, les vibrations vont aller ressonner dans ces caisses de résonance. Et donc, on a perdu avec le temps ces caisses de résonance, on a perdu accès à certaines caisses de résonance, on a perdu accès alors à toute la gamme des notes sur les 3 ou 4 octaves, et donc on va les restaurer. On va aller vraiment, c'est un travail, mais très très spécifique, on va les restaurer, les caisses de résonance, voir, sentir, puisque dans le travail de la voix, ce n'est pas l'oreille qui va rentrer en ligne de compte, c'est le visuel et le toucher. Donc on est dans la sensation du son et on est dans la vision. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression, avec ce que tu m'expliques, pour une clarification de la pensée la plus optimale possible. Tu emploies la métaphore de la couleur, de la grotte, etc. On est clairement dans quelque chose de concret. Au niveau cérébral, enfin c'est paradoxal ce que je dis, mais au niveau de la pensée, tout me semble clair une fois qu'on a en nous toutes les clés qui sont celles offertes par la méthode. Oui. Alors, oui, tu parles de l'imagination, c'est l'outil premier d'accès aux exercices. D'accord. Tu ne peux pas aller voir ton diaphragme, tu ne peux pas aller voir tes caisses de résonance. Donc ce qui est brillant, à nouveau, dans cette méthode, c'est que l'imagination est vraiment travaillée. Et pour un acteur, une actrice, l'imagination, c'est fondamental. Bien sûr. Donc on va travailler sur... elle utilise beaucoup d'images. Par exemple, la respiration profonde, elle va utiliser l'image d'un lac. On va utiliser des couleurs pour les caisses de résonance. Voilà, il y a énormément, c'est très très spécifique. Et ce que tu dis avec la pensée, mais moi je l'ai vérifié, et je trouve ça extraordinaire. C'est que, et c'est logique quelque part, si tu prends le temps d'aller en introspection et en contemplation visuelle, imaginative, mais aussi physique parce que tu le vois, mais aussi que tu y mets ton émotion à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que tu ouvres des parties réelles de ton cerveau qui ne sont presque pas utilisées parce que c'est un travail qui clarifie le cerveau, la pensée qui va du cerveau au corps et du corps au cerveau. Ça n'arrête pas. Les informations sont toujours à double sens. Et donc, plus tu clarifies ces zones à l'intérieur, plus tu les vois, et bien plus tu deviens... Enfin, moi, je l'ai remarqué, plus je sentis que je devenais détaillée dans ma manière d'aborder un texte. J'avais l'impression de voir une colonne vertébrale dans un texte, parce que je voyais ma colonne vertébrale. Je comprenais la colonne vertébrale de la pensée que l'auteur voulait mettre dans le personnage. Je commençais à comprendre aussi la variété des émotions qui transparaissaient à l'intérieur de ce que vivait ce personnage. Et dans ma vie perso, dans ma vie d'enseignante, j'ai remarqué aussi que je devenais beaucoup plus précise dans ce que j'expliquais, que les personnes étaient beaucoup plus en écoute, parce que moi-même, j'avais fait ce travail d'introspection, et c'est absolument dingue. Tu penses mieux et tu penses mieux aussi émotionnellement. C'est plus des gros blocs d'émotions, je suis en colère, je suis content, mais tu deviens tellement spécifique, c'est un régal. Un régal, sans doute, et surtout un grand avantage, j'ai l'impression, pour la construction du rôle, la construction d'un personnage, que l'on puisse jouer Hugo, Shakespeare, Pinter, Tchekhov, l'acteur doit travailler. Et aussi, une fois qu'il est sur le plateau, pouvoir, d'acte en acte, de jour en jour, tenir la barre et être, même si chaque soir est différent, on le sait, mais être égal à lui-même de fois en fois dans son rapport avec ses partenaires, dans son rapport avec le public, dans son rapport avec la mise en scène, avec ceux qu'il défend. Donc,
je voudrais qu'on parle maintenant peut-être plus spécifiquement de la pratique de l'acteur et aussi comment un acteur peut-il, peut-être tout seul, s'approprier les outils pour justement parvenir à construire qui il est sur scène. Oui. Alors, je vais parler, il y a plusieurs réponses à te donner. La première chose, et là je relie toujours au travail de Christine, c'est que on est dans un travail où on veut que l'acteur soit crédible, qu'on croit lorsqu'il est sur un plateau, devant une caméra, ou peu importe où, que cette actrice ou cet acteur, on le croit. Donc on va vers une recherche d'authenticité. Bien sûr. Ça part de cette base-là. Qui dit authenticité en tant qu'acteur ou actrice dit l'être humain aussi, qui est cet acteur et cette actrice, est authentique. C'est pas je suis acteur et je vais chercher mes émotions et tout va bien, et puis j'ai pas fait le travail en tant qu'être humain. Non, je suis l'être humain qui va sur scène, c'est complètement moi. Donc d'abord il y a cette chose-là. Deuxièmement, plus tu vas libérer tes caisses de résonance, ta respiration, plus l'être humain que tu es, ou l'être humain que l'acteur est, devient libre. Ça veut dire qu'il est libre sur un plateau, mais il est libre dans sa vie. Puis ensuite, ce qu'il se passe, c'est que, oui, ce travail-là, pour revenir aussi à la pratique même, c'est que Christine Linklater, elle a travaillé avec son professeur à Londres, qui s'appelait Iris Warren, et elle a continué ce travail, et à 27 ans, elle est partie aux États-Unis. Elle devait y rester 6 mois, elle y est restée 50 ans. Et elle a continué à travailler sur la création de la progression de la méthode. C'est quoi une progression ? Une progression, c'est organiquement logique. C'est-à-dire qu'il y a des étapes. Alors ça varie, elle a mis ça dans son bouquin, elle en parle sur 19 étapes, parfois elle le réduit à 15, mais il y a des étapes. Step by step, dit-elle. Donc, ce qui est brillant aussi là-dedans, c'est qu'il y a une logique, et le corps connaît cette logique, le cerveau connaît cette logique. Une fois que tu apprends les étapes, tu peux alors, quand tu es seul, que tu n'as plus ton prof de voix avec toi, tu peux retravailler étape par étape. Il y a une logique, il y a une progression. Donc ce n'est pas un one-shot que tu libères ta voix, non. Tu as réellement des outils qui, lorsque tu es chez toi, te servent comme dans ton métier. Tu vois, il y a les danseurs qui sont obligés de faire leurs étirements et travailler leur technique parce que le corps ne suit plus. La gamme du musicien. Le musicien, oui, il est obligé de pratiquer son instrument parce que sinon, il perd ses doigts, il perd ses lèvres, c'est les trompettistes. Le comédien, il nous manque quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon avis, il m'a manqué beaucoup. Ce travail-là, c'est pas « je libère ma voix et puis c'est fini ». Non, c'est à travailler jusqu'à ce que tu ne joues plus. Donc c'est une hygiène de vie, c'est une découverte à l'infini de toi-même, de l'ouverture. Enfin, moi, ça fait maintenant 17 ans que je travaille cette méthode. Je découvre encore plein de choses sur ma conscience corporelle, ça n'arrête pas. Et je sais que ça me permet d'avoir encore plus de subtilité dans mon jeu. Donc ça n'arrête pas. Donc oui, cette méthode, elle est vraiment, enfin évidemment, moi je suis complètement dedans et je vois les résultats. Mais je vois que les personnes peuvent après travailler chez eux, se faire des échauffements. Enfin, ça devient une discipline, mais discipline dans le sens, la discipline de la voix, mais aussi une discipline dans le sens, je travaille régulièrement et je vois les bénéfices. Isabelle, tu évoques Christine et son héritage qui vient de Iris Warren, qui était aux États-Unis. Pourquoi la méthode est-elle si prônée dans les pays anglo-saxons? Pourquoi a-t-elle séduit tant de monde là-bas? Et pourquoi tarde-t-elle encore à se faire connaître chez nous, notamment en France et en Belgique? C'est une question qui me tient à cœur, parce que c'est comment intéresser en effet les Français et les Belges à cette méthode qui est très peu connue, très très peu connue. On est, Françoise Wallou et moi, les seuls francophones pour le moment, et Françoise est même partie en Angleterre. Alors, mes réflexions là-dessus, c'est que je pense que c'est déjà au niveau de la langue et c'est culturel. Dans le sens où le français, on va dire français pour les Belges et pour les Français, c'est une langue qui est beaucoup plus spirituelle, plus de la tête, plus une culture qui vient du siècle des Lumières, des rois, de quelque chose de très contrôlé, de très vers le haut.
Pour moi, c'est une langue très très haut, vers le haut, et où la pensée est fortement marquée, plus que le côté viscéral, organique, connecté aux viscères, au côté charnel qu'ont les Allemands, les Flamands, les Anglais, aussi aux États-Unis, puisque en effet, Christine, elle est écossaise. Elle a fait ses études à Lambda à Londres, et puis elle est restée 50 ans aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est la méthode qui est la plus utilisée. Et de là, elle a aussi formé des gens comme moi, des professeurs de voix à travers le monde. Puis son livre est sorti dans plein de pays différents. Il va bientôt sortir aussi en français. Mais tu vois, c'est en Italie, c'est en Allemagne, en Angleterre, ça a dépassé le continent européen. Elle travaille en Chine. Je sais qu'il y a des gens aussi en Australie. Enfin, en tout cas, c'est mondial, cette méthode, mais pas encore ici. Donc oui, je crois que c'est une question culturelle, c'est le côté plus spirituel et moins organique. Moi, je te disais qu'il y a une jeune fille qui a participé, qui a suivi un stage avec moi à Paris, et puis qui a été invitée à suivre une session, un travail à la RADA à Londres. Et là, elle m'a dit, tu sais, maintenant je comprends mieux, je vois à quel point le travail vocal est vraiment super important. Parce que les Anglais, le cursus vocal, c'est une longue tradition de travail de voix pour les Anglais. Et ils le mettent bien, enfin, c'est hyper important. Alors que chez nous, en Belgique, par exemple, là où on a fait nos études, et même en France, le travail vocal, il n'est pas placé avec autant d'importance. Il le devrait, mais on n'est pas habitué à ça. On va prendre des cours avec des profs de chant qui vont nous apprendre des choses hyper intéressantes, qui vont fonctionner, mais on n'aura pas toute la richesse le lien avec le texte, le lien avec l'acteur, on n'aura pas ça. Et là, le travail de Christine le propose. Mais pourtant, la Belgique, je veux dire la Belgique francophone, est une terre de comédiens, de comédiennes qui sont justement, qui ont en eux ce mélange à la fois raisonné et en même temps instinctif, pulsionnel. Oui. La Belgique est un pays au carrefour de plein de, je veux dire, de cultures, de mentalités, d'approches du théâtre et de l'art en général. Cette méthode Linklater pourrait être tout à fait bénéfique pour une grande quantité d'acteurs professionnels ou de néophytes ou de jeunes qui voudraient se lancer dans la carrière. Oui, oui, mais c'est vrai qu'en Belgique, là, évidemment, moi je veux travailler et en Belgique et en France. En Belgique, c'est encore plus particulier. On a ce côté aussi peut-être brueggelien qui est en nous. On a ce côté un peu plus viscéral qu'en France, c'est vrai. Un peu plus connecté à une espèce de matière brute. Oui. On l'a à l'intérieur. Oui, les acteurs qu'on a vus, qui nous ont touchés quand on allait au spectacle en Belgique, et je parle aussi parce que toi tu continues à aller, mais c'est des gens qui nous connectaient parce qu'ils étaient eux-mêmes à l'intérieur d'eux. Ils avaient accès à cette sensibilité, à cette organicité, mais aussi à cette pensée. Ils avaient les deux, au fait. Il ne faut pas mettre l'un en avant et l'autre en dehors. Il faut que les deux soient ensemble. Et oui, c'est ça qui fait que la catharsis, que nous, en tant que public, on est touchés. On va réfléchir, mais aussi on va être touchés dans notre chair, pas uniquement dans notre mental. Alors qu'en France, ne faisons pas de généralité, puisqu'il y a divers courants, mais on va plus être en attention sur la dramaturgie, le travail du texte, qu'a voulu dire l'auteur. Donc on est plus dans un travail vers le haut que qu'est-ce qu'il a voulu dire aussi dans son corps, au fait. Et ça serait bénéfique. Moi, je sais que les personnes qui viennent travailler avec moi, elles sont à la recherche de quelque chose de différent. Et quand elles viennent, elles sont charmées, elles sont interloquées, elles veulent continuer parce qu'elles se disent « c'est ça que j'ai cherché, c'est ça que je cherche, je veux aller vers ça ». Et en même temps, c'est super jouissif parce que tu as l'impression de faire aussi un travail d'acteur, tu vois, pas uniquement un travail de jeu, mais un travail de direction d'acteur. C'est-à-dire que tu grandis aussi en tant qu'acteur et actrice sur qu'est-ce que j'ai envie de dire au fait, mais pas uniquement de là, qu'est-ce que j'ai envie de dire comme ça. Et donc c'est jouissif parce qu'il y a vraiment un travail personnel aussi qui se fait. Ouais. Isabelle, je te sens très motivée par justement ton désir de transmission qui est bien sûr sous-tendu par maintenant ta grande expertise acquise au fil de tes recherches, au fil de ton enseignement avec Christine Linklater.
ne serait-il pas temps peut-être d'inviter quiconque souhaite te rencontrer à venir justement écouter tes conseils, venir chercher des outils pour oui, construire un travail vocal le plus probant possible, le plus personnel possible? Ah oui, mais c'est mon souhait. Alors mon souhait, c'est évidemment, ça fait 5 ans que je suis diplômée et ça fait 5 ans que je suis en train de chercher à ouvrir de plus en plus les portes. Des portes se sont déjà ouvertes, donc je reste extrêmement positive. J'ai travaillé au TNB en Bretagne, il y a un cours privé à Paris qui me fait confiance. Il y a des gens qui viennent, donc il y a des demandes, il y a une envie. Maintenant, c'est de commencer à voir plus grand, à ce qu'on sache que ça existe. Mais oui, travailler à la Comédie Française, travailler en Belgique aussi, avec des jeunes, des apprentis comédiens dans les écoles. Alors oui, ce serait le pied total pour moi, c'est d'être prof dans une école et de travailler sur 3 ans, 4 ans avec les mêmes élèves. Ce serait ça, évidemment. Mais je suis extrêmement positive par rapport à ça. J'y crois. Et oui, en effet, je suis passionnée par ça aussi. Et puis, il y a aussi quelque chose qui me touche, c'est que Christine est partie il y a à peine un mois. Et j'ai à cœur aussi que son travail, son esprit, qui elle est, parce qu'elle a donné sa vie à son travail, qu'elle existe ici. Donc, elle m'avait dit « Good luck, Isabelle ». Et j'ai envie de lui dire « Hey, Christine, voilà, j'y arrive. On y arrive quelque part. Voilà, j'espère vraiment, mais j'y crois, je reste extrêmement positive. Eh bien voilà, je vais reprendre, si tu me le permets, les mots de Christine et te souhaiter good luck, voilà, pour le futur et vive la méthode et on espère que beaucoup de personnes seront intéressées par le fait de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci Isabelle.